Jean-Paul, d'abord, bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous, M. Gagnon? Hey, ça en fait de nouvelles Ben encore oui, aujourd'hui. beaucoup d'actions. Pas mal. Oui, il y a des acquisitions, effectivement. SoftBank qui a vraiment essayé de compenser sa perte en valeur dans Alibaba par l'acquisition. Matériel, c'est un prédateur. Oui, ils ont fait quand même pas mal d'argent, SoftBank, c'est avec Alibaba. Oh, c'est ils en rendu ont à fait. combien? Dernièrement, je sais pas, ils en ont fait sur le chercher. plan de la CAP, mais 89. C'est ça. Mais ils ont baissé en valeur leur titre en bourse. Oui. Comme Alibaba, on l'avait dit. Hein? Oui. Oui. Alors, Ils ont fait de l'argent. Oui. Mais c'est pour ça. Mais d'ailleurs, SoftBank a fait près de 5 milliards avec cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'aller faire des acquisitions encore. Là. Je sais pas si c'est dans 2,5 dans milliards. leur plan de 300 ans, là, qui serait... J'ai trouvé ça ridicule consommer. Prévoir 300 ans d'avance, on a de la misère à savoir l'année prochaine ce qu'on va faire. Un petit peu difficile. Ouais, avec ton plan d'affaires à la banque, 300 ans à venir. Alors, on va y aller avec notre revue des marchés. Et aussi, on va parler aujourd'hui des imprimantes 3D. Je savais que vous aimeriez ça. C'est pour ça que j'ai rien dit avant d'entrer en ondes, juste pour lui faire la surprise, pour y voir la face. Alors... Moi, j'adore la technologie, hein, puis j'adore ça, moi, les imprimantes 3D. Je trouve ça fascinant, mais je trouve qu'on pousse le bouchon bien trop loin. Vous allez voir, là, écoutez, on a un topo là-dessus. On va voir l'angle boursier aussi, pour voir s'il n'y a pas, c'est un peu, là, fait partie de notre domaine, de tout regarder aussi l'angle boursier. Donc, allons-y avec notre revue des marchands. Premier, données économiques de la semaine dernière, 22 au 26 septembre. On avait eu le temps de mettre ça à jour en temps réel, vous et moi, lundi passé. Donc, à moins que les chiffres aient changé depuis, OK? Donc, on revient avec la même donnée. Qui n'était pas une donnée positive, hein, vente de maisons existantes qui avait chuté par rapport aux estimés. Du point de vue annuellement parlant, ça se maintient quand même à un niveau intéressant. C'est toujours un petit peu en dents de scie. Au niveau des marchés, ça avait, en tout cas, les marchés ne répondent pas toujours depuis quelque temps aux données économiques, mais là, on peut dire que ça a répondu parce qu'à 10 heures, quand l'annonce s'est faite, les marchés ont connu une chute par la suite. D'ailleurs, on a eu une semaine assez difficile pour ceux qui sont juste un bar. Nous, on a eu bien du plaisir, mais ça, c'est la grosse nouvelle. 18 ça n'a pas été révisé depuis le temps, c'est encore vrai. OK. Alors, ça, c'est la grosse nouvelle, en vente de maisons neuves. Tout un bon. Écoutez, c'est pratiquement 18 100 000 là, de plus. Là. Donc, tout un bon. Alors, tant mieux. Hein, ça va venir compenser pour les mauvaises nouvelles. Alors, les ventes de maisons neuves, on voit ici au niveau du garage. On voit la ligne bleue, c'est les hypothèques. Baisse un petit peu là, depuis août 2013. Puis, on a les ventes de maisons neuves qui augmentent un petit peu. Évidemment, on vient d'avoir un gros coup, là. Mais avant ça, on était pas mal flat sur la ligne de 5. Là, pas de 5, pardon, mais de 400 000, 380, 400. Là, on vient de passer à tout près de 500, donc c'est le multilogement qui est, surtout dans le sud des États-unis, qui a grimpé, là, 18 ça, je me demandais à quel endroit que ça avait... On est loin du 1 200 000 enregistré en 2006. Oui, des bonnes années, à la bonne époque. On sait ce qui est arrivé aussi. Donc, il ne faut peut-être pas trop s'en approcher. Alors, on a eu des marchés qui ont répondu en synchro avec la nouvelle. Bonne nouvelle, marché qui monte. Ça arrive de temps en temps. Monté quand même d'une façon assez impressionnante. On est sur le Spider ici, qui représente le S&P 500. L'autre grosse nouvelle, écoutez, moi, j'ai regardé les chiffres deux fois, je me suis dit, ils ont changé la valeur. Ils ont décidé de tasser la virgule. L'avais-tu dit? Dit? Oui, mais c'est gros, pourquoi? ça. Oui, mais c'est parce que là, il n'y a pas eu de contrat de Boeing. C'est Boeing qui fait tout. Mais c'est ça qu'il disait, effectivement, c'est l'histoire. Parce que t'enlèves le transport, t'es à 0,7, puis c'est quand même une nette amélioration par rapport à l'an passé. Pour ça, je ne sais pas si vous avez fait votre graphique, là. Oui, mais c'est tout un saut, quand même. Non, c'est moins 18 C'est tout un saut. On avait eu une bonne nouvelle au dernier prévu, ça, mais... 18 que ça allait baisser, parce qu'il n'y avait pas eu de commande d'avion. Vous avez raison, parce qu'il y a prévu 17. Dans le fond, par rapport à l'estimé, ils ne sont pas si loin que ça. Mais par rapport au dernier résultat, c'est très volatile. 22,5. C'est pour ça, c'est un peu comme l'inflation. Tu enlèves l'alimentation puis l'énergie, puis là, tu as l'inflation de base. Vous avez raison, mais... Plus les biens durables de base. Mais je vous avoue que si on regarde ça depuis 2011... Écoutez, c'est un des gros scores, là. À la hausse comme à la baisse. Là, on fait un petit bout de temps qu'on n'a pas connu ça. On était beaucoup plus stable. Mais là, ça va avec la volatilité des marchés aussi. Hein. Elle augmente actuellement, donc ça se fait ressentir dans nos indicateurs aussi.
Demande de chômage, bonne nouvelle. C'est bon. Un petit peu en bas. Tant que ça se tient en bas de 300, c'est correct. Voilà, effectivement. Donc, très bon suivant. Moyenne mobile, je dis toujours, un très beau graphique. Pas celui qu'on veut là, pour nos placements, mais celui que le gouvernement veut pour les jobless claims. Toujours à la baisse là, depuis 2012. Là, on a atteint des sommets de 400 quelques mille. Puis là, on est actuellement aux environs de 300 000. Donc, bien intéressant à ce niveau-là. Commande de biens durables, bien que c'était attendu, comme vous dites, c'est sûr que les marchés n'ont pas aimé ça. Là. Il y a eu une assez bonne descente. Vous avez eu la Chine où les banques et le gouvernement ne voulaient pas mettre plus d'argent. Vous avez eu également, il y avait eu quelques chiffres aussi de la veille là, avec les nouvelles maisons. On se dit les taux d'intérêt vont monter. Toutes les raisons étaient bonnes pour partir du marché. Tout ce qui se passe à la planète, les taux islamiques, etc., etc. Donc, de ça, ici, les marchés, disons qu'ils en ont pour leur argent. Produit intérieur brut, en fait, à moins que... Une révision à la hausse. C'était révisé à la hausse par rapport à 4,6? En fait, 4,6, c'est ce qui était prévu. Le 4,2, c'est parce qu'il y a eu... Donc, ils ont été flush par rapport à l'estimé de 4,6. Donc, c'est plus ou moins jaune, là. Et on voit ici, si on regarde ça, là, le Real GDP qu'ils appellent, là, sur annualisé. Quand même, c'est en denti, ça aussi, mais en tout cas, c'est au-dessus de la ligne de zéro. Là. Je pense que c'est ça qui est surtout important. En 2008, on avait connu, évidemment, toute une descente aux enfers, là, aller jusqu'à moins 8. Donc, on est loin de là, heureusement. Sentiment du consommateur, correct. En fait, en ligne, puis égal au précédent, en ligne avec l'estimé. Donc, c'est un trifecta, qui appelait ça à l'époque. Il n'y a pas été payé en bourse journée-là pour ça. Non, c'est ça, effectivement. C'est une bonne journée, là. Donc, si on regarde au niveau du graphique, écoutez, on se maintient à des niveaux intéressants. Là, on est tout près du 85. Ça ne dérougit pas, comme dirait l'autre. On a des petites baisses un peu, mais on est revenu à ce niveau-là. Donc, en théorie, tant que le consommateur a confiance en l'économie, en règle générale, ça va bien. Ça ne veut pas dire que Wall Street aime ça parce qu'évidemment, la Fed, eux autres vont se dire, ils ont confiance, ils vont monter les taux, puis bon, on connaît un peu l'histoire. Alors, regardez ce que ça a donné au niveau graphique. Ça, c'est des indicateurs pour ça qui sortent durant l'ouverture des marchés. Parce qu'ici, là, on est en la zone bleue, c'est ce qu'on appelle le pre-market. Ça, c'est avant que les marchés ouvrent à 9h30. Donc, cette donnée-là, elle sort à 9h55. En denti un peu, et finalement, on s'est... c'est la journée positive, mais je pense que la semaine a été négative quand même. Là. Vous avez raison, effectivement. Donner un drôle de pointage, trifecta là aussi. Oui, 2. Égal partout, exactement. Ouais. Et comme vous dites, par contre, où ça n'a pas été... c'est un petit peu moins joli. Il y a une chance qu'on a eu une récupération vendredi, parce que c'était pas trop beau, là. Écoutez, ça, c'est vendredi passé, là, une semaine complète, là, une semaine de décembre. Ce matin, on est encore en baisse, à moins que ça ait changé. C'est moins pire qu'à l'ouverture, parce qu'on connaît effectivement 150 points. Ça l'a récupéré un petit peu. Puis à Toronto, on se fait aider par le pétrole, qui est en hausse encore une fois. Oui. Et disons que ça fait une semaine ou deux là, qu'on a des petites fausses. Mais il fait longtemps qu'on le dit. Bon matin, party va finir. Il faut juste pas être le dernier à sortir de là, mais ferme les lumières. Il faut sortir juste un petit peu avant. Données économiques de la semaine à venir, on les voit pas une par une, mais on voit notre tableau récapitulatif. En fait, ce qui va être important de suivre, l'indice, ISM, ça, définitivement, c'est toujours suivi de proche. On s'attendrait, l'estimé serait moins élevé que le dernier résultat. Et puis, évidemment, la demande de chômage, création d'emplois, taux de chômage, une grosse semaine là, au niveau chômage. Ici, on 142 000 créations d'emplois, il me semble. Oui, c'est-tu à vérifier? Oui, ça, c'est pas l'estimé, ça, c'est le précédent. OK. C'est 218. Il prévoit 218 Il prévoit 218? Oui, par rapport à 142. Ça, c'est l'ancien. Oui, c'est ça. C'est bon. 215, correct. Bon, à quelques milliers proches, on est correct. On va lui donner une chance. On va lui mettre ça un petit peu moins haut, qui batte notre estimé à nous. Donc, ça va être à suivre, là, ces données économiques-là. Et évidemment, je pense que ça va vraiment à notre retour de la pause. Un petit peu plus mais tard. on va parler des imprimantes 3D. On va regarder l'angle. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, si on regardait le graphique? Il nous reste 30 secondes très rapidement. Prenez le Dow Jones, n'importe lequel. Qu'est-ce que vous pensez au niveau technique? Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines? Écoutez, je vais ça va sur une mauvaise pente? Là? Si on regarde, en théorie, la phase est toujours en phase haussière. Ouais. Donc, il faut prendre ça en perspective. C'est pas une semaine ou deux à la baisse qui vont venir faire virer le marché. Mais c'est sûr qu'il va falloir y prêter attention. Toujours. Toujours. On va revenir avec Michel Nadeau dans un instant tout de suite.
Retour de Jean-Paul, on va regarder un peu ce qui se passe avec le 3D, particulièrement dans le secteur imprimante. À un moment donné, l'année passée, il y avait une multitude de titres qui sont inscrits en bourse. Là, je trouvais que ça exagérait un petit peu. Là. On est encore au premier balbutiement de cette nouvelle technologie tout à fait extraordinaire. On réussit à faire de l'impression, par exemple, de nouvelles valves cardiaques. On s'en sert, entre autres, avec AutoCAD pour faire des pièces d'automobile ou encore des pièces d'aviation. Il y a plein d'applications. Mais je trouve qu'on a exagéré un petit peu. Vous avez raison. Vous allez voir que c'est pas tout rose. Non. Mais il peut peut-être avoir des opportunités. C'est ça qu'on regarde ensemble. Vraiment, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant de ce que c'est, là. Fait qu'on y va un petit peu avec ce côté éducatif, là. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D? L'imprimante 3D sur la prochaine évolution en impression. L'imprimante 3D permet d'imprimer un objet physique. C'est assez particulier, là. T'sais. On est obligé d'imprimer des feuilles de papier, mais là, on parle d'un objet physique. Alors, l'objet désiré est créé à partir d'un logiciel spécialisé qui, par la suite, est littéralement créé par une imprimante 3D. À quoi ça sert? Permet de créer, vous avez donné des exemples tantôt, là, permet de créer facilement et rapidement des prototypes pour toutes sortes d'industries. Énorme économie d'argent et de ressources avec ce processus. Ça permet de voir plus facilement à quoi ressemblera un produit fini avant d'en commencer la production. Ça, c'est tout un avantage parce que des fois, là, ils mettent beaucoup d'argent dans des prototypes grandeur nature, puis ça s'aperçoit que c'est un flop. Les débuts. Dans les débuts des années 80, vous savez, toutes ces affaires-là, c'est pas finalement si récent que ça. C'est juste que là, on en parle de plus en plus. Là. Le secteur industriel et le secteur du cinéma, à ma grande surprise, ont été parmi les premiers utilisateurs. Le cinéma, c'est décor et costumes qui travaillaient à partir de ça. Les coûts et la spécialisation requise là, en ont limité l'utilisation régulière là, à travers le temps. Mais là, ça se peut que ça change, ça. Le processus, aujourd'hui, le processus se démocratise, les coûts deviennent plus abordables, la technologie s'améliore, le savoir-faire se partage de plus en plus. On peut maintenant se procurer une imprimante 3D personnelle pour moins de 2000 $. Toujours un peu ça dans la guerre. La journée où moi, je me souviens des premiers fax que j'ai achetés. Quand tu es tout seul à avoir un fax, tu n'as pas de fax envoyé à personne, ils n'en vendent pas beaucoup. Non. Les compagnies ont embarqué, les sièges sociaux avec leurs succursales et tout. Quand on a passé un cap de 50 ben là, évidemment, ça s'est mis à se vendre parce que tu avais quelqu'un avec communiquer. C'est toujours un petit peu la même histoire. Bon, ReapWrap, c'est un nom là, bien connu dans le domaine. Là. ReapWrap, c'est un projet de code source ouvert, le fameux open source, parce que, moi, je savais pas, là, c'est de l'open source, là, les imprimantes 3D, les logiciels. Là. Donc, c'est du code source ouvert qui permet de créer une imprimante 3D. Là, vous allez trouver ça assez fascinant, qui peut, à son tour, s'auto-reproduire. Parce que, évidemment, l'imprimante est composée de pièces surtout plastiques, aujourd'hui, on sait. Oui. Alors, si tu as une imprimante qui peut faire des objets 3D physiques, bien, tu peux composer, produire tes propres pièces et te reproduire une autre fois. Donc, ça serait là... On se clone. Voilà, l'autoclonage. Donc, on sera peut-être plus là, mais que ça arrive, mais en tout cas, ça promet. Comment ça fonctionne? Bon, on en a un petit exemple, une photo ici, la demoiselle avec un joli sourire. Le processus plus commun consiste à déposer les unes sur les autres plusieurs minces couches de matériaux jusqu'à ce que l'objet prenne forme. Dans le fond, c'est une espèce de la réglisse. Que tu déposes une couche par-dessus l'autre, puis ça se mange pas. Par contre, ça pourrait être fait aussi comestible. Le marché, un marché actuellement qui est très restreint. On parle à peu près 1 à 2 milliards. C'est des gros chiffres, et par rapport à d'autres domaines, c'est pas gros. Pour les années 2012-2013. Certaines prévisions font état de 5 à 6 milliards pour d'ici 2020. Alors, on voit qu'il pourrait avoir une certaine croissance. Croissance difficile avec le marché grand public, dû à un usage qui est quand même mal adapté, puis à une utilité qui est quand même limitée. Pas évident, mais maintenant, d'avoir ça chez vous à la maison, puis commencer à imprimer une sorte d'affaires avec ça. Il me semble d'avoir un scanner 3D, parce que ça existe, les scanners 3D. C'était créé au Québec, ça, avec la compagnie Créaform, même si ça a été vendu aux États-Unis. Là. Ils vont peut-être marier ça. Tu scannais une bouteille, tu vas reproduire ça avec une imprimante 3D. Je ne vois pas l'utilité de ça trop, là. Mais en tout cas, regarde. Mais c'est bon dans le domaine médical, dans le domaine de l'aviation. Il y a plein d'applications. On arrive à ça. Par contre, pour les entreprises, il y a une émergence de potentiel énorme. Mais si on y va sur l'application individuelle, quand même intéressant, un petit Excel, je fais quoi avec ça? Bien, pourquoi pas imprimer ses propres tasses? Ça tasse. L'affaire, ça se peut que ça coûte 300$ d'imprimer, puis tu vas en acheter une chez Walmart à 5$. Mais bon, ça, c'est toujours au début, c'est toujours la problématique. Mais ça peut faire ça. Tu sais, des fois, je dis, je fais quoi avec l'imprimante 3D? Un exemple, on peut imprimer là, des objets simples ou discontinués.
Ah, Tu sais, ouais, le la fameux reproduction. couvert là, des batteries de la télécommande que tu as perdu, là, tu sais, puis qu'elle n'existe plus, cette télécommande-là, puis elle a un peu nulle part. Bien, théoriquement, tu pourrais aller sur le net, chercher le fichier électronique qui correspond à ce bidule-là, puis l'imprimer chez vous. Ah, tu sais, des fois, ça peut avoir toutes sortes de petites utilités. Les applications... 9,99, une télécommande. Ouais, non, mais si elle n'existe plus, Flambant neuve. t'as perdu ta boîte. T'as perdu ton couvert, mais elle n'existe plus. Hey, ça se peut pas. Il existe plusieurs applications d'impression 3D, puis les possibilités ne cessent de se multiplier. Vous disiez tantôt, regardez, les domaines de l'aéronautique, le domaine de l'automobile, les équipements médicaux utilisent de plus en plus l'impression 3D pour certaines pièces techniques. Un projet militaire qui est à développer la capacité d'imprimer de la peau humaine pour guérir plus rapidement les blessures de soldats sur le champ de bataille. D'ailleurs, dans la presse, si on peut mentionner d'autres médias, là, de cette semaine, il y a une journée ou deux, il y avait un article là-dessus. Ils ont imprimé un individu qui avait un accident. Oui, bien, c'était un nez, un nouveau nez. Un nez, ou bien Ouais, c'était quasiment cartilage, un quart de ouais. la tête. Donc, à terme, ça peut devenir des organes. J'ai vu des photos de ça. C'est assez incroyable, là, ce qu'ils réussissent à faire avec ça. Les joueurs, maintenant, certaines opportunités d'investissement pourraient se pointer à l'horizon. Il existe actuellement 4 entreprises qui sont directement impliquées dans le domaine, puis une 5e qui l'est de façon indirecte et qui est un gros joueur qu'on connaît bien, qui joue un rôle important dans ce domaine-là. Voici des noms, on va aller voir les graphiques tantôt, mais voici des noms qu'on pourrait retenir là, pour le futur. Stratasys, la plus grosse capitalisation boursière actuellement dans ce domaine-là, 6 milliards. 3D Systems, deuxième en liste avec une capitalisation de 5,25 milliards. X1, capitalisation boursière de 327 millions, on tombe dans la petite capitalisation. VJet, très petit aussi, 281 millions. Par contre, un des gros joueurs que vous connaissez, c'est Autodesk. Autodesk est le fabricant du fameux logiciel AutoCAD. Ouais. Puis on sait qu'AutoCAD, là, ça fait ça, hein, bâtir des plans en 3 3D. dimensions et tout, justement. Donc, imaginez là, la relation entre bâtir des plans puis les imprimer par la suite. Puis AutoCAD, c'est gros, là. Capitalisation boursière de 12 milliards. Bien qu'elle ne soit pas impliquée directement, elle est importante en raison de son fameux logiciel AutoCAD. Puis AutoCAD, on le sait, permet la création d'objets 3D lisibles par les imprimantes 3D. Donc, ça peut devenir intéressant pour cette entreprise-là. Bon, par contre, si on regarde ça actuellement, juste depuis janvier 2014, les entreprises qui sont dans le 3D on ont pris pour leur rhume. Il y a eu des baisses d'à peu près 50 de leur valeur. Il n'y a pas de résultat. Pas de ça, mais ça a monté avant. Mais c'est toujours le principe des nouvelles technologies. Hein. Il y a une période qu'on appelle de surexcitation. C'est la période précoce où, dans le fond, là, on est trop vite, là, Human Genome, tous ces trucs-là. Là, à un moment donné, on est trop vite, ça monte, ça crée des bulles, et ces bulles-là se crèvent. Mais bien, des fois, c'est après que ça va revenir et d'une façon un peu plus stable. C'est un petit peu trop précoce, mais les choses pourraient changer les années qui viennent. Regardez un exemple depuis le début de l'année. Quand on pense à SSYS, on voit que ça n'a pas nécessairement bien été. Regardez 3D, même chose, en baisse depuis le début de l'année. Même affaire pour X1 et même chose pour VJet. On a Autodesk, par contre, qui se comporte bien, mais Autodesk, c'est pas juste non plus là-dedans. Ah, c'est du logiciel. Il est considéré comme une compagnie de logiciels beaucoup plus que d'imprimante, là. Oui. À ce que je sache, là. Effectivement. Et si on va voir nos fameux titres en question, vous allez voir que dans certains cas, on regarde ça de loin. Il y en a qui sont jeunes aussi, et il y en a qui sont un petit peu plus, qui ont un petit peu plus d'âge. Si on prend 3D, regardez 3D, on met ça en mois. Il y a quand même eu une ascension assez spectaculaire. On est parti là, de quelques dollars, puis on a atteint 96 $. Ça, c'était là au janvier 2014. Et depuis ce temps-là, évidemment, on est en chute libre. Alors, c'est ce que je disais tantôt, c'était peut-être un petit peu trop d'excitation précoce. On cadre Stratasys, même chose. Mais là, ça, une envolée, on est allé à 140 $. C'est pas peu dire, ça. Donc, il faudra voir si, par contre, on ne reviendra pas. Il faut que ça revienne un peu à des niveaux plus bas. Et à partir de là, peut-être qu'on va connaître une véritable montée beaucoup plus stable là, au niveau de ces produits-là. Bon, d'ailleurs, je voulais juste en montrer un produit. Là. Je suis en train de dessiner une cage. Avec un petit oiseau à l'intérieur pour aller dans une tour Eiffel qui a été fabriquée par cette imprimante-là. Je sais pas, on peut peut-être juste l'avancer pour le plaisir de la chose. Là. Alors, vous voyez, on voit en train de se former. C'est en plastique, là? Ben oui, c'est en plastique. C'est clair. Durable. Est-ce que ça va au micro-ondes? Je ne sais pas. On revient après la pause. On était déjà en train de commencer à répondre à vos questions. Bon, regardez, Yann de Lévis
Dans un quotidien, il y a 429 titres qui sont évalués à moins de 15 fois les bénéfices. Où peut-on trouver les titres pour en retracer une dizaine qui pourraient être de bonne valeur qui se négocieraient sous leur valeur intrinsèque? D'abord, il faudrait peut-être expliquer c'est quoi la valeur intrinsèque, là? Bien, la valeur intrinsèque, à générer des profits futurs. C'est la capacité de générer des profits, là. On regarde la compagnie, puis on estime ses profits futurs, et on dit c'est la valeur intrinsèque, la valeur actualité en date d'aujourd'hui. Alors, donc, tenant compte de la dette et tout. Alors, moi, je trouve que c'est une valeur, mais évidemment, tout le modèle repose dans votre évaluation des profits futurs. Si vous avez raison, là, évidemment, la valeur intrinsèque est belle, mais si vous n'avez pas raison... Alors, moi, je préfère regarder quand je vois les lots, les creux. Ouais. Moi, je regarde les titres tous les samedis dans Globe and Mail. Je regarde les titres qui se négocient à leur cours plancher. Et ça, je me dis, il y a peut-être des aubaines, là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème passager? Et c'est là que je commence à magasiner, moi, lorsque je vois des titres. Évidemment, j'ai vu Rittmans, là. J'ai vu le château toucher des planchers. J'ai vu le cuir damier. Ça, évidemment, je n'y toucherai pas parce que je pense que le malaise est permanent. Mais quand c'est quelque chose qui va mal de façon temporaire et passager, qu'un nouveau CIO peut arriver, brasser la cage, là, je me dis, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Oui, bon. Puis, moi, mon bac de fondamentalisme, on en a fait un petit peu quand même aussi. Ouais. Vous avez bien raison de dire ça, parce que des fois, il ne faut pas juste considérer, les gens voient un titre avec un très bas PE, mais si tu pognes une industrie ou une entreprise qui est en difficulté, c'est pas la même chose. Et il faut toujours les comparer aussi. Parce que c'est bien beau avoir un multiple très bas, mais ça se compare comment par rapport au marché, son secteur et son évolution propre. Il demandait s'il y avait une place pour avoir des listes. Moi, j'en connais pas côté canadien. Côté US, si on peut amener mon écran, un logiciel que j'utilise qui est FreeStockChart, qui est gratuit. Donner un petit exemple. Encore là, il faut faire, comme Michel dit, il faut creuser un peu plus. Mais un exemple, ici, on prend le S&P 500 et on peut les classer par PE ratio. Alors, à ce moment-là, on a les plus bas. Mais là, il faut creuser. C'est un point de départ là, pour quelqu'un qui dit « moi, je vais avoir ce qu'il y a de plus bas », mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Probablement qu'il existe la même chose sur Globe dont vous parlez, sûrement qui ont des classements en centre de façon. Effectivement. Et l'autre question qu'on nous pose, est-ce que c'est possible de trouver les codes de fonds communs? Je pourrais vous en donner des codes de fonds communs, comme par exemple Mauer, qui en a beaucoup, qui sont négociés. Je peux peut-être vous en montrer un à l'instant. Celui-là, c'est les actions canadiennes, le fonds A, mais je vous donne le code, c'est Mawiki. Allô? C'est un petit peu, vous voyez, complètement en haut à gauche, là. C'est pour moi extrêmement difficile. Il faudrait aller sur le site de Mauer. Moi, je l'ai en temps réel, c'est sûr. Là, quand je regarde le fonds commun, oui, attends un petit peu, là, je vais enlever mon crayon. J'avais pris un crayon dessiné. Là. Je regarde le fonds commun, comment... Je peux vous dire combien il a été. Là. C'est peut-être facile pour moi, mais... Morningstar offre beaucoup. Mais encore une fois, comme vous dites, François, chaque famille a son site Internet. Et là, vous avez type de véhicule ou catégorie de placement. Et là, vous avez... Évidemment, les compagnies, moi, ce que je trouve, c'est qu'on en crée. Les gens sont tout. Mais il y en a 6 000 au Canada. C'est pas des blagues. Là. Ça, c'est pour ça que les bons portefeuilles indiciels de ma défunte Alberta, encore parlé pour moi, ils ont oscillé la semaine passée parce qu'on a parlé d'elle encore. De le relancer. Mais encore une fois, il y en a 4 à retenir, c'est pas compliqué. Mais on essaye d'avoir tous les saveurs du mois. Et puis, moi, je pense que c'est beaucoup d'efforts inutiles. Bon, et comme il nous fait l'observation, et Yann aussi, il n'y a pas tort, là. C'est la même chose pour les noms de fonds qui sont en anglais puis les noms en français. Oui. Je le sais. Je regarde celui-là, Mauer Equity Fund, là, c'est sûr. C'est un fonds d'action négocié en bourse, mais eux autres, c'est leur fonds A. Il faut aller sur CEDAR, il faut être capable... Mais même sur CEDAR, je vous dis, François, moi, j'y vais souvent et je prends... J'ai trouvé, nos amis de Toronto font un effort pour traduire ça en français, mais souvent, c'est même pas la bonne traduction. Non, vous dites le fonds, LE. Des fois, il faut chercher LE. Alors donc, dans ce contexte-là, moi, j'y vais souvent par l'appellation anglaise, malheureusement. Petite parenthèse, vous amenez mon écran. Oui. Pendant qu'on parle, c'est Albertine, c'est ça? Alberta. OK.
OK. Ah, ben en tout cas, c'est pas loin, hein? Il y a une pièce de théâtre d'Albertine. Fera le tour de la France. Mais c'était Alberta. Ah, c'est un bel effort, monsieur. Ah, bel effort. Je m'en reprendrai la prochaine fois. Bon, Parce qu'elle est née en 1906. Ça des mêmes époques. L'année de l'Alberta est entrée dans le Voilà, c'est ça. Ah, OK. Bon, prochaine question qui vient Yves de Beauport. Qu'est-ce qu'il faut penser des fonds négociés en bourse de First Asset, que ce soit XUM, DXM? Il semble avoir une petite formule secrète dans leur choix de titre. Mais nouveau, les frais sont moins de 60 points de base, ce qui n'est pas cher, en tout cas. D'au moins 60. C'est cher. Oui, d'au moins 60 points de base. Confiance parce que Morningstar est là, je me garde peut-être une petite gêne. La formule semble correcte. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Moi, je trouve qu'encore une fois, les gens, pour des fins de marketing, on a développé des concepts avec des dividendes élevés, certains titres. C'est plus des portefeuilles indiciels. C'est une gestion semi-active. Et c'est ce que fait très bien Asset. Là. Mais à 60 points de base, moi, j'aime mieux aller dans la famille de BlackRock, dans la famille de Vanguard, dans la famille de la Banque. De la Banque de Montréal, où là, vous avez à 10 points de base, vous avez les mêmes véhicules, vous allez sauver 50 points de base avec un portefeuille plus général, mais je crois que il faut comprendre le modèle, puis si vous êtes d'accord avec chacun des modèles de First Asset, allez-y. Mais en général, pour la plupart des gens, on devrait se contenter des modèles de base de portefeuille indiciel boursier. Oui, puis c'est pas mal tous des titres américains qu'il y a là-dedans. Il y avait Intel, etc. Vous avez raison dessus, puis du point de vue technique, il n'y a pas de volume. Hein? Oui, très peu. Pas évident de trader ça. On parle de 40 000 dans certains cas. Pas très liquide. 25 000. Regardez, quand on voit ça dans un graphique, c'est parce que c'est pas liquide du tout. Oui. Non. Donc, en tout cas, c'est Alors, pas... c'est parce que c'est nouveau. Ces fonds négociés en bourse sont plus récents. Alors, peut-être aller vers iShare ou encore BMO et les autres. Bon. Ça aussi, ils n'arrêtent pas d'en inventer. Regarde. Là, c'est rendu qu'ils font des ETF de fonds communs de placement. C'est pas des blagues. Oui. Dans les années 2000, il y en avait 10. Il y en avait 1600. Ah oui. Puis des fonds communs, il y en a 6 000. Fait que, juste au Canada, là, on passe pas aux États-Unis. Ils suivent Cisco aussi, puis PRAA. On pourrait peut-être commencer par Cisco, peut-être au niveau technique. Oui, bien écoutez, Cisco, on a analysé ça souvent ici, on l'avait mis de côté un petit peu. Il est pris dans une espèce de corridor, vous pensez à Bombardier, pris dans un corridor là, depuis, écoutez, 2001. Nous, techniquement parlant, tant qu'il ne sort pas de ce haut corridor-là, il n'y a rien à faire avec ça, ça va de côté. Si on fait des options pour générer du revenu, des condors, le butterfly, ces trucs-là, c'est l'idéal, un titre de côté, mais autrement, tant qu'il n'y a pas de signal plus... En quotidien, je vous dirais, là, il y a une petite remontée récente ici, là, mais... On pensait que les ententes dans les nuages, on se disait, dans les nuages, c'est leur avenir, là, avoir accès un peu partout aux données d'un fournisseur, mais finalement, ils multiplient les ententes avec des grands noms, mais moi, encore une fois, Cisco, malheureusement, ce sont des gens dans le domaine des processeurs qui font du très bon travail, mais ils n'y arrivent pas. Il y a de la concurrence. Quand ils veulent monter leur prix, il y a des concurrents à faible coût qui ramènent dans... Alors donc, c'est pour ça que ça végète comme résultat. Là, 48, 49, 47. Le Nasdaq, là, regardez, dans les années 2000, là, Cisco a atteint 80 quelques piastres. Si on regarde le Nasdaq en ce moment, il est en train de revenir à son niveau de 2000. Cisco n'a même pas réussi à récupérer d'à peu près 25 mais il a survécu là où Nortel s'est cassé. C'est ça. C'est pas une mauvaise entreprise, on s'entend, mais c'est pas... Et ça a créé de la surcapacité. Puis là, il y a beaucoup de joueurs. Alors, c'est dur d'avoir des bonnes marges dans un contexte comme ça. Et l'autre PRAA, qui s'appelle Portfolio Recovery Associates, que je ne connaissais pas du tout, c'est eux autres qui vont chercher les comptes recevables pour fond de la collection. Ils achètent des comptes recevables de Visa, Mastercard, ils font de la collection, toutes les compagnies. Là, ils s'occupent de les gérer et de les percevoir et le rendu à l'échéance. C'est une compagnie qui a bien fait, mais encore une fois, moi, je pense que là, à un moment donné, si jamais les taux d'intérêt montaient, je ne sais pas comment ils vont réagir à une hausse du loyer de l'argent. Alors, je serais très prudent. Très rapidement, Pierre de Québec, qui a besoin d'un avis concernant les spécialisés dans l'hébergement pour les personnes âgées, donc les REITs, à propos des flux de trésorerie, dettes dividendes, RLC qui est Regal Lifestyle Communities. À première vue, il me semble que c'est le genre de titre qui n'inspire pas. Non, mais toutes les trois, je les ai, là, puis écoutez, il n'y a pas vraiment un là, qui a l'air d'avoir le vent des voiles, dans les voiles là-dedans. Là. Ils ont eu des poussées là, à la hausse, mais on pense à l'autre qui est LW.
Même chose, on a atteint des sommets, puis actuellement, on s'en va plus vers le sud. Puis il y avait ACC aussi, là. Des étudiants en résidence d'étudiants. Ouais, dans les trois cas, moi, je pense qu'ils sont en Ontario, mais ce qui arrive, c'est que les personnes âgées, leur capacité de payer mensuel. Monsieur Aidé Savoie, notre champion des résidences du Soleil, a bien compris ça. Il s'en va dans le low cost. Évidemment, c'est une compagnie privée, mais il y avait un reportage hier soir à la télévision où on voit que de plus en plus de personnes âgées n'ont plus le moyen d'aller en CHSLD. Or, ces gens-là vont encore moins aller dans des résidences privées. Donc, c'était l'Eldorado. On se disait, les étudiants, les personnes âgées, mais moi, je préfère Comina, je préfère Ryokan dans les REIT, là. Si vous allez se diversifier dans un bon portefeuille, il y a de l'industriel, il y a du commercial, un petit peu de résidentiel. C'est trop spécialisé. C'est trop spécialisé. Oui, puis ça a beaucoup de dettes, mais d'autre part, ils perdent de l'argent, toi et moi, puis ils réussissent à faire des flux de trésorerie, je comprends pas. Oui, à la fin, je comprends pas. C'est vraiment avec l'amortissement. Ah, OK. Excellent. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve demain, tout le monde. Au revoir.